Vous écoutez Nana FM, il sonne 7h17 à Lomé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité constamment renouvelée à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du jeudi 2 août 2018. Les réactions s'enchaînent depuis la fin du sommet de la CEDEAO à Lomé. Des réactions empreintes de satisfaction pour les uns, de sentiments mitigés pour les autres ou encore de déception pour ceux qui attendaient beaucoup des recommandations de l'institution sous-régionale. Et vous avez eu à suivre les réactions de presque tout le monde, sauf celle du regroupement politique qui est un peu à l'origine de tout ceci. C'est donc en exclusivité que votre radio Nana FM vous propose aujourd'hui la réaction de la coalition des 14 par rapport aux recommandations de la CEDEAO. Et tout ceci se fera sous l'interrogation suivante. Quelle stratégie peut construire la coalition des 14 en partant des recommandations de la CEDEAO? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Antoine Folly, il est le président de l'Union des démocrates socialistes du Togo, parti membre de la coalition. Bonjour Monsieur Folly. Bonjour Antoine Afanou, bonjour aux auditeurs de Nana FM. Vous avez eu à jouer un rôle prépondérant depuis le début des négociations dans le cadre du dialogue jusqu'à la formulation des recommandations mardi. Et ce débat se fera également avec vous, les Togolais, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Antoine Tété à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Quelle stratégie peut construire la coalition des 14 en partant des recommandations de la CEDEAO? C'est le thème du jour. Antoine Folly, vous avez mis 24 heures, on va dire, un peu plus, pour digérer les recommandations de la CEDEAO. Hier, la coalition avec ses responsables était en réunion. Qu'avez-vous décidé? Êtes-vous satisfait des recommandations de la CEDEAO? Bien, il n'y a pas à être satisfait ou pas satisfait. Vous savez, nous avons transmis des propositions aux deux facilitateurs, excusez-moi, et nous avons tout simplement à apprécier, d'abord à prendre acte des recommandations qui ont été faites et à les apprécier par rapport au contenu des propositions que nous avons nous-mêmes transmises aux facilitateurs. Alors, quelle appréciation faites-vous justement? Vous savez, sur, je crois, vos antennes, il y a environ 2 semaines, je disais que le sommet du 31 juillet ne sera qu'une étape. Et en effet, c'est une étape. Nous avons franchi une étape. Donc, nous, au niveau de la coalition, nous ne nous attendions pas à ce que le sommet mette fin à la crise. Donc, ce qui s'est passé... Pour vous, c'est une étape? C'est une étape. Une étape positive ou négative? Alors, disons qu'il y a du positif et du négatif. Ce qui est important aujourd'hui, c'est vrai que la feuille de route, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, ne prend pas en compte toutes nos préoccupations. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais elle fixe des orientations qui sont de 2 ordres. Un, sur un certain nombre de questions, par exemple la question des réformes, elle fixe un cap. Par exemple, la question de la limitation de mandat, la question du mode de scrutin nominal à 2 tours, la recomposition de la CENI, de la Cour constitutionnelle, etc. Elle fixe un cap. Pour vous, ce sont un peu des acquis? Bien sûr. Ces orientations font partie des revendications qui figurent dans notre plateforme politique. Bien. Maintenant, ce qui est important, et je crois que c'est là-dessus que nous voudrions rassurer les Togolais, ce qui est important aujourd'hui, c'est que, et cela n'était pas évident au départ, c'est que dans les recommandations, il est clairement stipulé que le dialogue continue entre les deux protagonistes de la crise. Et jusqu'à présent, je l'avais dit que nous n'avions pas abordé concrètement les discussions sur les questions de fond. C'est-à-dire que nous avons nous-mêmes présenté un plan de sortie de crise en 8 points avec des propositions concrètes sur
chaque point. Alors, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu l'occasion de discuter de ces questions de fond. Donc, aujourd'hui, à la suite du dernier sommet, il est clairement stipulé maintenant que le dialogue doit continuer et maintenant, nous allons avoir l'occasion de discuter de ces questions de fond pour parvenir à des solutions consensuelles qui, nous l'espérons, nous permettront de sortir durablement de cette crise. Est-ce que c'est de cela que se chargera le comité de suivi mis en place? Entre autres, le comité de suivi, j'entends certains dire que c'est un gouvernement de transition bis. Ce n'est pas du tout le cas parce que ce comité de suivi... Sa composition est clairement définie sur le papier. Oui, je ne vois pas en quoi c'est un gouvernement de transition bis, puisque dans ce comité de suivi... on retrouve des représentants, des facilitateurs, des représentants du parti au pouvoir, du gouvernement, pardon. Pas du tout. On va s'en assurer, mais en tout cas, des représentants de la coalition des 14 également. Pas du tout. Ah ben si. Non. Là, on a peut-être des documents différents. Je vais vous dire exactement allez-y. La composition du comité. Le point concernant le comité de suivi, c'est le point 46. La conférence des chefs d'État décide d'instituer un comité de suivi composé des représentants des facilitateurs et de la commission de la CEDEAO pour assurer le suivi de la mise en œuvre des présentes décisions. Voilà. Donc, dans ce comité de suivi, il n'y a que des représentants des facilitateurs et de la commission de la CEDEAO. Alors, sur le document que j'ai au point 50, il est écrit, la conférence, vous pouvez vérifier en même temps, la conférence des chefs d'État décide d'instituer un comité de suivi constitué des représentants des facilitateurs, de la majorité au pouvoir, de la coalition. Le point c'est 50, vous l'avez retrouvé. Vous n'avez pas le bon document. Voilà. Alors là, il y a un petit souci en termes d'authenticité. Vous n'avez pas le bon document. Moi, j'ai ici bien sûr, le document. Le vôtre fait, on peut s'y fier. Voilà, c'est le document officiel qui a été paraphé et signé par les autorités de la CEDEAO. Donc, uniquement, ce comité de suivi est constitué des représentants. Uniquement des représentants, des facilitateurs et de la commission de la CEDEAO. Voilà. Voilà donc, qui est clair. Tout à fait. Et donc, est-ce que cette composition par rapport au comité de suivi vous rassure en ce qui concerne la suite des événements? De toute façon, vous voyez, ce comité de suivi est composé en réalité que de représentants de la CEDEAO. Donc, mais ce comité de suivi va travailler, bien entendu, en concertation avec les protagonistes. Pour savoir si telle ou telle décision a été exécutée, il faut bien que ce comité de suivi s'adresse aux protagonistes. Donc pour nous, c'est la poursuite de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Donc je disais que ce qui est important et que les Togolais doivent noter, c'est que le dialogue se poursuit et que maintenant, nous allons avoir l'occasion d'examiner les questions de fond pour rechercher de façon consensuelle les solutions à mettre en œuvre pour sortir durablement de la crise. Alors, vous avez évoqué ce qui peut être considéré comme un acquis entre griffes. Maintenant, quels sont les points sur lesquels vous êtes resté sur votre soif? Certains Togolais attendraient à ce que la CEDEAO se prononce sur le sort de l'actuel président. Va-t-il être candidat en 2020 ou pas? Est-ce que vous avez été déçu ou pas sur ce point? Non, vous savez, je l'avais dit aussi sur vos antennes, qu'il n'appartient pas à la CEDEAO de venir dire qui va être candidat ou qui ne va pas l'être. Ça, c'est le problème des Togolais. C'est le combat des Togolais. Nous ne devons pas nous décharger sur la CEDEAO pour des responsabilités qui nous incombent. C'est aux Togolais de se battre, de continuer à se mobiliser derrière la coalition pour faire valoir leurs revendications, pour les faire aboutir. J'avais dit également qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO, au cours de ce sommet, viennent dire à M. Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir. Non, ce n'est peut-être pas envisageable. Donc,
peut-être qu'on ne s'est pas suffisamment exprimé sur ce point, mais nous nous attendions pas à ce que la CEDEAO vienne régler ces questions-là à notre place. Ça, c'est la responsabilité des Togolais, c'est leur combat et ils doivent le poursuivre. Donc, c'est notre mobilisation et notre détermination qui feront fléchir M. Faure Gnassingbé quant à son sort concernant les prochaines élections présidentielles. Et quand vous parlez de mobilisation, est-ce que ça veut dire que les marches de protestation reviendront? Bien entendu. Ce sont des armes constitutionnelles que nous avons. Donc, si nous estimons à un moment ou un autre que nous devons faire appel aux Togolais pour manifester dans la rue ou d'une autre façon leur position et leur soutien à la plateforme politique que nous portons en leur nom, eh bien, il est évident que les manifestations pourront intervenir à tout moment. Aujourd'hui, la CEDEAO a fixé également une date pour la tenue des élections législatives. On parle du 20 décembre 2018. Sur ce point, les documents s'accordent. Pour vous, est-ce un point positif ou négatif? Certains auraient souhaité qu'une date butoir soit fixée également pour la mise en œuvre des réformes. Je crois que c'est ça qui aurait été logique. Dès lors que la CEDEAO est d'accord, aujourd'hui, je crois que tous les éléments le démontrent, qu'il n'y aura pas d'élection sans les réformes. Donc, je crois que ça apparaît clairement à travers la feuille de route. Il n'y aura pas d'élection sans les réformes. Sauf que sur le papier, ce n'est pas... On demandait une transition, une période transitoire, où ensemble, nous puissions définir ce qu'il y a lieu de faire, comment le faire, et le faire ensemble. Voilà. Donc, pour nous, il n'est pas question que l'on vienne nous opposer un processus électoral qui aurait été élaboré unilatéralement par le pouvoir. Cela n'est pas conforme à l'esprit, ni à nos revendications, ni à l'esprit des revendications, des recommandations. La CEDEAO recommande également que ces réformes se fassent par voie parlementaire. Vous connaissez la situation au Parlement togolais. Le blocage, c'est celui-là qui a contribué à cette situation actuelle. Est-ce que vous croyez les députés togolais, avec les partis qu'ils représentent, capables de se surpasser pour la mise en œuvre des réformes? Cela fera partie des points du dialogue. Si nous menons un dialogue de bonne foi, un dialogue sincère, et que nous parvenions à un compromis accepté par chacun des deux protagonistes, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas trouver à l'Assemblée nationale l'arrangement qui permettrait de faire passer ce compromis politique. Maintenant, s'il n'y a pas de compromis politique, il est évident que la voie parlementaire risque d'être difficile. Pour vous, est-ce que ces recommandations constituent un peu un accord, puisque nous savons selon certaines informations que la coordonnatrice de la coalition a été consultée même durant le sommet? Est-ce que sur ces points, la coalition a donné plus ou moins un certain assentiment? Du côté du pouvoir, on parle d'une poire divisée en deux. Est-ce que pour vous, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du flou? Pour vous, est-ce un accord? Non. Ces recommandations ne constituent pas un accord. Vous savez, un accord, ce sont, nous avons connu tous l'accord pour la PG, l'accord politique global. Un accord, ça rentre dans les détails, c'est beaucoup plus que ça. Vous voyez. Est-ce qu'il y a un assentiment? Non, nous, au niveau de la coalition, lorsque nous avons été consultés par les chefs d'État sur la manière dont les choses pourraient se faire, nous avons été constants dans nos positions. Nous avons toujours dit ce que nous pensons être bon pour sortir durablement de la crise. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, les recommandations qui sont faites ne prennent pas totalement en compte nos préoccupations, mais il y a
de nombreuses zones d'ombre que nous devons clarifier avec la facilitation. Encore 2 points et nous allons ouvrir le standard. Maintenant, ce document, il est là, les recommandations sont connues. Qu'est-ce que la coalition des 14 va en faire? Et là, nous sommes véritablement dans le sujet. Quelle est la stratégie que vous allez maintenant mettre en place? En avez-vous discuté en réunion hier? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a surtout des zones d'ombre concernant un certain nombre de points. Par exemple, l'accélération du processus. La question de la libération de tous les détenus politiques, la facilitation semblait d'accord avec nous qu'il fallait étudier cette question-là, non pas sur un plan judiciaire, mais sur un plan politique. Il y a la récurrente question de la candidature ou non de M. Faure Gnassingbé, mais qui est une interprétation du rétablissement de l'article 59, avec la mention « en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats ». Bon, donc, sur la question de la transition, par exemple, donc sur toutes ces questions, le document n'apporte pas des recommandations claires, des positions claires. Donc, la première chose que la coalition va faire, c'est de continuer à travailler auprès de la facilitation pour clarifier les zones qui ne nous paraissent pas aujourd'hui, j'allais dire, claires dans les recommandations, dans la feuille de route. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, la deuxième chose sur laquelle nous allons travailler, eh bien, c'est préparer le dialogue qui va s'ouvrir, enfin la nouvelle étape du dialogue, puisqu'il est clairement dit que le sommet a clairement renouvelé le mandat des 2 facilitateurs pour continuer à rechercher les solutions à la crise. Donc, nous allons maintenant préparer concrètement la nouvelle phase du dialogue qui va s'ouvrir maintenant. Et puis, nous, dans notre plateforme politique, dans le plan de sortie de crise que nous avons remis aux facilitateurs, tous les points de préoccupation sont recensés et nous avons fait des propositions concrètes. Donc, il s'agit maintenant de reprendre le dialogue pour voir dans quelle mesure nous pouvons, dans les discussions avec l'autre parti, la partie présidentielle, trouver des compromis politiques aux différents points, aux différentes propositions que nous avons émises dans notre plan de sortie de crise. Certains pensent que vous pouvez aussi et surtout capitaliser entre griffes, c'est-à-dire partir des points positifs que vous avez pu noter dans ces recommandations pour battre l'actuel président, si éventuellement il est candidat, dans les urnes, c'est-à-dire vous organiser en partant des réformes, si elles sont mises en œuvre, pour obtenir des élections transparentes et l'emporter. Qu'en pensez-vous? Oui, non, mais bien sûr, ça fait partie des orientations possibles, mais nous connaissons le Togo. Nous connaissons les gens que nous avons en face, nous connaissons leur capacité de nuisance, nous connaissons leur capacité de travestir les conditions d'organisation des élections. Donc, c'est pour cette raison que nous demandons à ce qu'on se mette d'accord sur les règles du jeu. D'abord, sur les règles du jeu, et ensuite, que nous mettions en œuvre ensemble les règles du jeu que nous aurons définies. Vous voyez, nous retomberions dans les mêmes travers si nous parvenons à des compromis et que nous laissons au seul parti au pouvoir le soin de mettre en œuvre ces compromis. Soit il ne les mettra pas en œuvre, parce que ça ne les arrange pas, c'est ce qui s'est passé pour l'accord politique global, soit il les mettra en œuvre, mais de façon complètement détournée
et à son profit exclusif. Donc, nous ne voulons plus ça. Nous voulons que, désormais, les bulletins de vote aient un sens au Togo. C'est pour cette raison que nous devons prendre le temps de remettre à plat le cadre électoral, redéfinir les règles du jeu et ensuite aller aux élections après avoir ensemble travaillé sur la mise en œuvre de ce compromis politique. Nous allons maintenant voir ce que les Togolais en pensent. Un premier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comme? C'est M. Pélé. Pélé depuis Doula-Samé. Alors, à votre avis, quelle stratégie la coalition devrait mettre en place maintenant? Oui. Bon, bonjour, M. Antoine. Bonjour, M. Pélé. Oui, du courage. Merci beaucoup. Nous en avons besoin. Oui. Bon, d'abord, moi, je suis satisfait à 90% pour la feuille de route. Mais les 10% là, c'est les applications qui seront sur le terrain. C'est-à-dire la conclusion de cet accord-là. Bon, en vous entendant parler, c'est pour dire que la fois passée, je voulais poser une question concernant est-ce qu'une alliance électorale est envisageable pour la coalition? Pour moi, c'est... Pour vous, c'est la priorité. C'est pour aller aux élections. Tout ça, là, c'est ce régime va aux élections. Vous allez voir que dans la feuille de route, ce qu'ils ont dit, ils ont parlé de fichier électoral propre, intégrité, et après la date des élections. Donc, pour vous, la stratégie que la coalition devrait mettre en place, c'est préparer les élections. D'abord, accompagner le régime, le marquer à la culotte, c'est-à-dire l'application des décisions. Comment ça va s'opérer? Maintenant, au point B, M. Antoine Foli nous a parlé la fois passée que la coalition est ensemble pour gagner quelque chose. Gagner quelque chose et aller aux élections ensemble. Aller aux élections et gouverner ensemble. Donc, l'essentiel pour moi aujourd'hui, il faut attaquer ce régime à la culotte et le marquer pour appliquer les accords et au même moment sur le terrain, comment arranger pour gagner ce régime. Merci. C'est avec une alliance électorale, moi je répète encore. Merci Pélé d'avoir participé à ce débat et passé une excellente journée. Sur la page Facebook de Nana FM, Kossi Thomas Yedi, M. Cloutier ou encore M. Bénisson, tous demandent à la coalition de rester soudée. Pour eux, c'est la meilleure des stratégies et surtout faire preuve de vigilance en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vous écoutez Nana FM, nous sommes avec Antoine Foli, président de l'Union des démocrates socialistes du Togo, en train de nous interroger quelle stratégie peut construire la coalition des 14 en partant des recommandations de la CEDEAO. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM, où Jean-Louis Edem écrit que maintenant la bataille va commencer. Tout est clair, les réformes qui sont importantes pour la coalition et la victoire est à vous. Il pense qu'après les réformes, vous pourrez gagner des élections. Et désormais, les marches vont être dirigées contre la candidature de Faure Gnassingbé. Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Abel, vous nous appelez vous? Je vous appelle d'Alaglo. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, et je dis tout d'abord du courage à la coalition. Merci. Et je voudrais leur dire qu'ils ont un travail formidable à faire quant à ce qui concerne le lavage du cerveau des peuples togolais. Ceux qui attendent à ce que la CEDEAO dise clairement que Faure n'aille pas aux élections en 2020 sont nombreux. Alors là, de ce fait, il va falloir que la coalition essaie maintenant de parler au peuple togolais pour leur faire un lavage de cerveau, afin qu'ils comprennent, que le peuple comprenne réellement que ce qui s'est passé n'est pas une déception en soi, mais plutôt ça leur galvanise à recommencer le travail, à repenser autrement la lutte. Merci. Alors Abel, un lavage de cerveau, normalement après il ne reste plus rien dans le cerveau, un changement de mentalité peut-être. Merci. Bien évidemment, on vous a compris. Bien sûr, je vous taquine. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quelle doit être maintenant la stratégie de la coalition? Encore un auditeur en ligne et Antoine Foli réagira. Allô?
Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Pardon? C'est Kanko. Kanko. À Guazongo. Allez-y, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. J'ai 3 questions pour monsieur Antoine Follet. Allez-y. Que je salue au passage. Je vous salue aussi. Merci. Ma première question, la CEDEAO a dit le droit. Faut-il encore recourir aux manifestations de rue? Deuxième question, est-ce que la C14 n'a pas manqué de communication, de stratégie de communication, quand on sait que certains militants attendaient le soir du 31 juillet la démission formelle de Faure Gnassingbé? Maintenant, ne pensez-vous pas que l'heure a sonné pour aller aux élections? C'est ma troisième question. Et bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous également. Kanko, alors, nous avons eu Pelé depuis de la SAME qui s'est dit satisfait à 90% en ce qui concerne les recommandations de la CEDEAO. Il vous demande de suivre la mise en œuvre. Ce sont les 10% restants. Il vous demande si aujourd'hui, au sein de la coalition, vous êtes dans la logique d'une alliance électorale. Oui, vous savez, au niveau de la coalition, moi, je l'ai toujours dit, c'est que après tout ce que nous avons fait, après tout ce qui a été fait par ce régime pour nous diviser, pour disloquer la coalition, et malgré tout ça, nous sommes restés ensemble jusqu'à présent. Il y a eu des difficultés, mais nous sommes restés ensemble jusqu'à présent parce que nous avons pris la mesure de la responsabilité historique que nous avons vis-à-vis de ce peuple. Aucun Togolais, aucun observateur, aucun partenaire du Togo ne comprendrait que l'opposition unie, la coalition soudée, perde les prochaines élections législatives. Mathématiquement, politiquement, électoralement, cela n'aurait aucun sens. Mais pour autant, l'union de l'alliance électorale, l'union de l'opposition ne suffirait pas pour que l'opposition gagne les élections. Il nous faut des règles de jeu claires. Il nous faut tout faire pour démanteler les réseaux de fraude électorale, démanteler tout le système mis en place depuis toujours par ce régime pour travestir les résultats des élections. En fait, c'est à cela que vous appellent les auditeurs et vous demandent de rester ensemble pour veiller à ce que ce travail se fasse et d'aller au-delà. Non, mais bien entendu, nous devons rester ensemble, nous pouvons rester ensemble, nous devons rester ensemble. Le peuple nous le demande. C'est pour cela que nous sommes encore ensemble aujourd'hui et nous le resterons. Je l'ai dit la dernière fois, nous sommes condamnés à rester ensemble dans cette période. Nous sommes condamnés à rester ensemble pour gagner les élections. Nous sommes condamnés à rester ensemble pour gouverner et opérer les réformes structurelles qui permettront au Togo de devenir un pays normal. Donc Pelé peut être rassuré. Donc, moi, je voudrais le rassurer. Mais cela veut dire aussi que le peuple a aussi sa responsabilité. Nous pouvons rester ensemble, mais il ne faut pas que pendant que nous faisons tout pour rester ensemble, parfois, le peuple, à travers certains comportements, certaines mentalités, tiennent des propos ou posent des actes qui nous divisent. Où nous monter les uns contre les autres, etc. C'est à ça justement que Abel demande de changer, travailler sur la mentalité des Togolais. Le peuple aussi a sa part de responsabilité pour que nous puissions rester ensemble. Donc, il n'y a pas de problème, nous l'avons compris. Il faut qu'il nous aide à continuer à rester ensemble. Kanko, depuis Agoué, vous demande s'il y a encore des raisons que les manifestations de rue continuent. Probablement, il ne nous a pas suivis depuis le début parce que vous avez estimé que c'était un droit constitutionnel. Non, mais non seulement c'est un droit constitutionnel, mais nous avons face à nous un régime qui a toujours brillé par sa mauvaise foi, qui a toujours brillé par sa tendance à vouloir travestir les choses. Donc, les manifestations de rue seront nécessaires pour marquer la détermination des Togolais face à ce régime et leur dire que tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire ne pourra plus être possible désormais. Donc, les difficultés ne sont pas aplanies par la feuille de route de la CEDEAO.
je dirais même que le plus dur reste à faire maintenant. Donc, chaque fois que nous trouvons que le régime fait preuve de mauvaise foi ou essaye de travestir les choses, eh bien, nous appellerons les Togolais à des manifestations de rue pour redresser la situation. Kanko, depuis Agoué, lui toujours, il dit comment est-ce que cela s'est fait qu'au soir du 31 juillet, certains Togolais s'attendent à la démission du président. Nous avions communiqué là-dessus. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, on a toujours dit deux choses. C'est que il ne faut pas que les Togolais déchargent sur la CEDEAO une responsabilité qui leur appartient. Nous l'avons toujours dit, la CEDEAO ne viendra pas dire à M. Faure Gnassingbé de ne pas être candidat ou d'être candidat. D'ailleurs, les recommandations sont claires là-dessus. Les recommandations ne disent pas qui va être candidat ou qui ne le sera pas. Mais la CEDEAO ne viendra pas dire à M. Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir. Ça, c'est le travail des Togolais. Nous devons continuer à nous mobiliser. Les Togolais doivent continuer à se mobiliser derrière la coalition parce que pour nous, le rétablissement des dispositions fondamentales de la Constitution de 92 entraîne automatiquement l'impossibilité constitutionnelle pour M. Faure Gnassingbé de briguer un 4e mandat en 2020. Et ça, les Togolais doivent continuer à défendre bec et ongle cette revendication. Encore un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Afan. Monsieur Koko, allez-y, nous vous écoutons depuis Agoué. Bonjour, monsieur Antoine Foli. Bonjour. Monsieur Antoine Foli. Moi, je n'ai pas de stratégie à définir à la coalition. Il reste à la coalition elle-même de définir sa stratégie à adopter. Je voudrais poser une question à monsieur Antoine Foli. Tout à l'heure, M. Antoine Foli nous disait que la commission de suivi, les représentants de la coalition ne seront pas dedans, que c'est les représentants des facilitateurs seulement qui sera dans cette comité de suivi. Mais depuis le jour où la commission a rendu, la CEDEAO a rendu cette feuille de route publique, c'est ce qu'on nous a servi dans les journaux. Et pourquoi ils ont attendu depuis là que c'est aujourd'hui, ce matin, qu'ils viennent dire que non, et jusqu'à vous dire, vous journalistes, que le document que vous avez n'est pas la vraie. Là-bas, ça me prête un peu de confusion. Bien. C'est un peu. Merci Coco d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Nous allons encore prendre un auditeur en ligne et boucler ce débat. Le 91 09 71 71. Auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo, comment allez-vous? Allô? Oui, monsieur Maglo, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Maglo, est-ce que vous m'écoutez? Allô. Monsieur Maglo, monsieur Maglo. Oui, moi je vous entends. Allez-y maintenant. Oui, je vous remercie beaucoup. Et soyez bref. Bonjour, monsieur Antoine Foli. Bonjour, monsieur Maglo. Oui, avant d'aller à la stratégie qu'aura adoptée prochainement la C14, je voudrais un tout petit peu me prononcer sur le verdict, sinon la feuille de route de la CEDEAO. Je dirais que moi je suis tellement déçu. La CEDEAO est restée toujours la CEDEAO des chefs d'État. Je ne sais pas si ce qui nous ont servi comme feuille de route, ils l'ont fait sciemment ou inconsciemment. Si c'est sciemment, je dirais que c'est criminel. Ça, il faut l'avouer. Mais vous, monsieur Maglo, vous aviez dit depuis le début que vous n'attendiez rien de la CEDEAO, donc il n'y a pas de quoi être déçu. Je vous en prie, j'ai beaucoup de choses à dire. Oui, je vous l'ai dit, il faut être bref parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Allez à l'essentiel. Si c'est fait inconsciemment, comme d'habitude, c'est des fonctionnaires incompétents. Ça, il faut l'avouer. Maintenant, pour sur la stratégie. La stratégie, je regrette seulement que la stratégie qui a débuté depuis le 19 août a été stoppée par la CEDEAO. N'eût été cela, je ne sais pas si on serait encore aujourd'hui à discuter de rien. Vous voulez parler des marches? Des marches, voilà. Bien. Et maintenant, je fais un appel à, comment vous appelez ça, CNP à Chadam. C'est le PNP. Le PNP. Je leur fais appel
de ce jeune, d'avoir l'esprit de groupe. L'esprit de groupe, c'est nécessaire. Maintenant, c'est le moment où ils doivent être plus que soudés. Ils doivent être plus que... Quel que soit ce qui se passe entre eux là-bas, il ne faut pas nous le faire savoir. Qu'ils avancent seulement. Merci, M. Maglo, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Alors, sur le document, si M. Kokou nous a bien suivis, j'ai dit que le document en la possession de M. Folly était digne de foi parce qu'il était paraphé avec les signatures là-dessus. Le document que moi j'avais en possession, c'est les premiers qui ont circulé au soir du 31 et par endroit, les documents se retrouvent. Les mots sont les mêmes, seulement on ne sait pas si c'est après la session que le document éventuellement a été modifié ou pas du tout, on ne sait pas. Vous allez pouvoir répondre à M. Kokou et le rassurer. Il dit, et pourquoi n'avoir rien dit alors que plusieurs journaux rapportaient ces informations selon lesquelles la coalition, le gouvernement et les facilitateurs constituaient le comité de suivi. Oui. Donc, sur ce plan, vous savez, nous sommes acteurs politiques. Nous ne pouvons travailler que sur des documents authentiques. Hier, lorsque la coalition s'est réunie, nous avons tout fait pour obtenir le document officiel paraphé, signé par les autorités de la CEDEAO avant l'ouverture de notre réunion. Et c'est sur ce document que nous avons travaillé. Et le document dont je viens de donner la lecture d'un extrait, c'est le document authentique. Voilà. Donc, est-ce que cela sous-tend un amendement éventuel? Parce que parfois, après la lecture, il y a des amendements qui peuvent se faire. Vous savez, nous n'étions pas dans la salle. Absolument. Donc, nous nous en remettons au document officiel qui a été signé. Qui a été signé, qui nous a été remis officiellement par la CEDEAO. Alors, voilà. Monsieur Maglo dit que vous avez abandonné la meilleure des stratégies, celle de la marche. Il dit que c'est la CEDEAO qui a joué dans ce sens. Maintenant, vous avez eu à déclarer que les 19 août allaient se multiplier. Bien entendu, si Jésus ne revient pas pour les chrétiens avant 2020-2030, les 19 août vont se multiplier. Mais dans le sens politique, où vous l'avez dit, est-ce que, en réponse à M. Maglo, il y aura encore d'autres 19 août ou pas, à partir du moment où vous dites qu'il y a des zones d'ombre, notamment en ce qui concerne la candidature de Fornia Simbe? Non, vous savez, nous sommes sur le terrain du combat politique. S'il ne tenait qu'à la coalition, bon, les choses se passeraient bien, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous trouvons face à un régime qui s'accroche au pouvoir, qui fait tout pour s'accrocher au pouvoir et qui utilise pour cela tous les stratagèmes possibles, la mauvaise foi, le mensonge, etc., etc. Aujourd'hui, nous disons que si le régime continue de faire preuve de sa mauvaise foi et continue de s'accrocher au pouvoir envers et contre la volonté des Togolais, eh bien, les 19 août vont se reproduire. Ça, c'est évident. Maintenant, l'arbitrage de la CEDEAO que nous avons accepté de commun accord nous permet désormais de mettre en place un cadre, de poursuivre le cadre du dialogue pour parvenir à un compromis, à des compromis politiques qui tiennent compte des revendications légitimes des Togolais. Alors, si le régime prend conscience de sa responsabilité vis-à-vis du peuple togolais et adhère à l'esprit d'un dialogue sincère pour parvenir à un compromis politique, ben, il se pourrait qu'il n'y ait plus de 19 août. C'est ce que nous souhaitons. Maintenant, si le régime continue à gérer ce pays, le Togo, qui est notre patrimoine commun, comme un bien personnel à jouissance clanique, eh bien, ça, les Togolais ne l'accepteront plus. Alors, en même temps, ça, c'est clair. Votre mot de la fin, à quoi doivent s'attendre les Togolais dans les jours qui viennent? Non, je le répète encore, les recommandations, la feuille de route de la CEDEAO n'est qu'une étape. Nous devons, à présent, j'appelle les Togolais à demeurer vigilants et mobilisés parce que c'est maintenant que nous devons, nous sommes, je ne dirais pas dans la dernière ligne droite, mais nous nous approchons de la dernière ligne droite. Et c'est le moment
de rester encore plus mobilisés que d'habitude. J'ai dit la dernière fois que, et je le répète, plus rien dans ce pays ne sera comme avant. Merci. Voilà, plus rien ne sera comme avant. Il nous appartient à tous d'y travailler. Merci Antoine Folly d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des démocrates socialistes du Togo. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi. Merci à vous qui avez participé par téléphone comme par Internet. Antoine Tété Omeni était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Passez une excellente journée en compagnie de votre radio.